Pour continuer notre série Avant la naissance, intéressons-nous aujourd'hui à un thème aussi délicat que fondateur, les projections parentales sur l'enfant à venir. Désiré, surpris, espéré depuis longtemps, tes parents ne te connaissaient pas, mais ils t'ont imaginé. Avant ton prénom, avant ton visage, il y avait une idée, un rêve, une image de toi ou de ce que tu pourrais être au moment de ta naissance. Sigmund Freud parlait du roman familial pour évoquer ce récit imaginaire que les parents écrivent autour de l'enfant avant même qu'il ne vienne au monde. Ce récit est chargé de tout ce qu'ils espèrent, redoutent ou n'ont pas pu accomplir eux-mêmes. Dans l'inconscient, il devient un miroir, celui de leurs désirs mais aussi de leurs blessures. C'est ce qu'on appelle les projections parentales. Lacan, lui, évoquait le désir de l'autre, l'idée qu'un enfant n'existe d'abord que comme une réponse à ce désir parental. Tout enfant sera marqué, d'une manière ou d'une autre, par ce désir, qu'il ait été voulu, attendu ou non. Et qui de mieux qu'un être sur le point de naître pour recevoir toutes ces projections, puisqu'il est encore une page blanche ouverte à toutes les histoires possibles. Ces projections peuvent être douces, comme un rêve de réussite transmis par amour, ou bien plus lourdes, quand elles enferment l'enfant dans une image qu'il n'a pas choisie. Alors naît un conflit silencieux entre ce que je suis et ce qu'on attend que je sois. Certaines vies entières se construisent sur cette tension invisible. Un prénom choisi, une chambre préparée, des phrases glissées comme « ce sera un artiste comme son grand-père » ou encore « elle réussira mieux que moi ». Ces phrases sont des étiquettes invisibles collées sur nous depuis le départ. Elles nous aliènent parfois car elles limitent notre liberté, celle d'endosser le rôle que nous aurions dû choisir nous-mêmes. Mais alors, sommes-nous condamnés à jouer un rôle qui n'est pas le nôtre ? Dans la tête des futurs parents, l'enfant existe bien avant la conception. Il peut être une promesse, un espoir, ou parfois une réparation inconsciente. L'enfant désiré vient souvent révéler ce que deux êtres ne se sont pas encore dit. Chaque parent projette quelque chose de différent sur cet être à venir. L'un peut voir l'enfant comme le réparateur d'une enfance brisée ou un manque d'amour, l'autre comme une incarnation de continuité, de stabilité ou d'équilibre. Parfois encore, l'un le voit comme une preuve d'amour, comme le ciment du couple, tandis que l'autre y voit une aventure, une expérience presque spirituelle. Et puis, il y a ce père qui rêve d'un garçon pour se prolonger, et cette mère qui espère une fille pour réparer le lien brisé avec la sienne. Ces désirs, ces attentes, souvent inconscients, pèsent déjà sur l'enfant avant même sa naissance. Elles révèlent chez les parents des blessures et des identifications profondes qui n'ont pas encore été résolues. Bien souvent, l'enfant à venir devient le réceptacle des rêves inachevés, des blessures non réglées, des manques à combler. C'est un peu comme si, avant même de naître, on nous avait donné un rôle à jouer. Nous devenons les héros d'un roman qui a commencé sans nous. Le psychologue Serge Lebovici parlait de l'enfant imaginaire, celui que les parents construisent dans leur esprit pour donner forme à leurs désirs. Mais quand l'enfant réel arrive, l'écart entre le rêve et la réalité peut être immense. Certains parents parviennent à s'ajuster, ils acceptent que leur enfant soit différent de ce qu'ils avaient imaginé, mais d'autres, au contraire, continuent de projeter leur histoire sur lui. Pour Boris Cyrulnik, ce n'est pas la projection en elle-même qui blesse, mais le manque de sens qu'on lui donne. Quand ce sens n'est pas transmis, il laisse un vide. Et ce vide, beaucoup d'adultes le ressentent encore, comme une question restée sans réponse, une ombre qui les suit. Une transmission incomprise, c'est une blessure silencieuse. L'enfant garde alors le sentiment de n'être jamais assez bien dans le regard de ses parents. Et ce manque, il le porte longtemps. Cela le ronge intérieurement, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le courage de regarder son histoire en face. Alors certains enfants deviennent malgré eux le consolateur d'une mère blessée, l'héritier d'un père frustré, le remplaçant d'un enfant perdu, ou encore l'enfant qui réussira là où tous ont échoué. Comme si une pièce de théâtre était déjà en cours et que nous entrions sur scène avec un rôle distribué à l'avance. Souvent, l'enfant s'adapte, il joue le rôle pour être aimé. Mais que se passe-t-il quand il refuse ce rôle, quand il ne correspond pas à l'image attendue ? Il ressent alors la culpabilité, le rejet,
parfois la tristesse de ne pas être le bon enfant. Il se dira « Je ne suis pas assez bien, il ne m'accepte pas comme je suis ». Certains développent des angoisses, d'autres des colères inexpliquées. D'autres encore se rebellent, s'éloignent, se coupent du clan familial. Mais tout cela a un prix, celui d'un immense conflit intérieur. L'enfant inadéquat cherchera toujours à réparer, à compenser ou à justifier sa place au sein de la famille. Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, parlait de scénarios de vie, un script écrit très tôt, souvent imposé, que nous rejouons inconsciemment à l'âge adulte. On se sent investi d'une mission au sein de la famille. Certains deviennent médecins parce qu'un père l'espérait, d'autres artistes pour exister hors du cadre, d'autres encore prennent soin des parents parce que personne d'autre ne l'avait fait avant eux. En thérapie existentielle, l'un des plus beaux chemins consiste à retrouver du sens dans cette histoire familiale que nous portons. Et parfois, il faut toute une vie pour oser dire « Je ne suis pas celui qu'ils avaient imaginé ». La vie revêt parfois des allures de tragédie. Elle ressemble souvent à une succession de rôles à porter, des masques que l'on enfile pour exister, jusqu'au jour où l'on cherche notre véritable visage. Pour Jodorowsky, la famille agit comme un programme psychique, une boucle qui se répète avec les mêmes drames sous des visages différents, jusqu'au moment où l'on trouve le moyen de la guérir. On ne se libère pas de sa famille en la rejetant, mais en la transformant de façon symbolique. Dans un de ses entretiens, il prend l'exemple d'un homme dont les ancêtres sont morts jeunes, soit à cause de guerre ou d'accidents. Et cet homme, sans raison apparente, prend sans cesse des risques insensés pour sa vie, comme s'il voulait, inconsciemment, rester fidèle à son clan, comme s'il se disait « Je préfère mourir comme eux que de trahir leur mémoire ». Se libérer de ces chaînes est difficile, mais au fond, l'enfant prisonnier cherche toujours à devenir l'enfant libre. Winnicott parlait du vrai self, cet enfant authentique qui émerge quand il survit aux projections. Et si nous étions tous, à notre manière, en quête de cet enfant-là, notre vie est traversée de projections, que ce soit familiale, sociale, culturelle. En prenant du recul, on comprend que ce rôle n'est pas le nôtre, celui-là non plus. Mais alors on se demande, comment faire pour trouver notre véritable rôle ? L'enfant libre est-il une illusion, une porte de sortie qu'on ne trouvera jamais vraiment? Et dans ce cas, y a-t-il un réel intérêt à se battre pour le découvrir? Eh bien, si l'on en croit les différents auteurs cités jusque-là, il y a bien de multiples bénéfices à tenter de percer ce mystère. Car dans cette idée de faire face à notre histoire, il y a déjà une ouverture pour tenter de la comprendre. Et comprendre, c'est déjà se libérer. Et vouloir guérir, c'est déjà commencer à le faire. Bien souvent, emprunter ce chemin mène à une forme de réconciliation, d'abord avec ses parents, parce qu'à un moment, on comprend qu'eux aussi jouaient un rôle, écrit bien avant nous, qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs blessures et leurs limites. Alors peu à peu, on apprend à reconnaître ce que nous avons reçu très tôt, ce cadre, ces mots, ces silences, tout ce qui a façonné notre éducation. Puis vient la réconciliation avec soi-même. Accepter ce passé, c'est ne plus le subir, c'est choisir consciemment d'écrire une autre suite à notre histoire, de tracer notre propre voie, plus libre, plus vraie. Et je finirai sur ces mots de Jodorowsky. On ne se guérit pas de sa famille, on la transforme en œuvre d'art. Parce qu'au fond, c'est ça, grandir. Transformer ce qui nous a blessés en quelque chose de vivant, de beau et d'unique. Pour clore cette vidéo, je te propose un petit exercice introspectif. Toujours avec l'aide de ton carnet, tente de répondre à ces questions. Quel enfant mes parents voulaient-ils que je sois ? Quel enfant j'ai essayé d'être ? Et enfin, quel enfant je suis devenu aujourd'hui ? Ce n'est pas grave si tu n'es pas sûr de ta réponse. Ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens quand tu y penses. Je sais que ces questions peuvent remuer, mais elles libèrent. Elles permettent de se réconcilier avec son histoire et de continuer le chemin plus léger, plus libre qu'avant. Et ça, c'est sûrement la plus belle forme de naissance.